La surveillance des infections associées aux soins, IAS. Qu'est-ce que c'est la surveillance des infections associées aux soins? D'abord, qu'est-ce que c'est une infection associée aux soins? Une infection est dite associée aux soins si elle survit au cours ou au décours d'une prise en charge d'un patient, euh, quelle que soit cette prise en charge, diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative, et si elle n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Lorsque que l'état infectieux au début de la prise en charge n'est pas connu précisément, un délai d'au moins 48 heures ou un délai supérieur à la période d'incubation est couramment accepté pour définir une infection associée aux soins. Aussi, même si le patient a quitté l'établissement de soins 24 heures après euh, qu'il a, qu'il a quitté, est accepté comme une infection associée aux soins. Toutefois, il est recommandé d'apprécier dans chaque cas la possibilité de l'association entre la prise en charge et l'infection. Pour les infections du site opératoire, on considère habituellement comme associées aux soins les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou même 90 jours s'il y a en place un implant, une prothèse ou un matériel prosthétique. Mais pour identifier une infection associée aux soins, il y a trois grands facteurs de risque d'acquisition. L'environnement, l'acte de soins et l'état pathologique du patient. La présence physique dans des structures ou lieux dans lesquels sont délivrés les soins, l'environnement de soins dans le cadre de prise en charge. Ces infections vont concerner les résidents dans ces structures, les malades ou non, mais également les soignants et les visiteurs. La réalisation d'actes de soins, que ces actes soient effectués dans un établissement de santé ou dehors. Il s'agit de gestes de soins ayant une finalité diagnostique, thérapeutique, de dépistage ou des préventions primaires. La présence de certaines pathologies sous-jacentes. Alors, ça, c'était l'infection associée aux soins et la définition, qu'est-ce qu'il s'agit. Mais maintenant, la surveillance, qu'est-ce que ça veut dire une surveillance? Une surveillance, on a le terme général de surveillance ou de surveillance épidémiologique s'entend de la collecte, de la compilation et de l'analyse systématique et continue, c'est très important, continue de données afin, à des fins de santé publique et à la diffusion d'informations de santé publique en temps voulu, à des fins d'évaluation et aux fins d'une action de santé publique selon les besoins. La surveillance fondée sur les événements s'entend de la collecte, du suivi, de l'évaluation et de l'interprétation organisée d'informations ponctuelles généralement non structurées concernant des événements de santé. Et ici, on parle des infections associées aux soins. Ce sont une surveillance fondée sur des événements. C'est un événement qui se passe ou qui se déroule ou qui se génère dans les établissements de soins. Alors, c'est un événement. D'accord? Sur des événements de santé ou des risques sanitaires susceptibles de représenter une menace importante pour la santé humaine. La surveillance fondée sur les événements constitue un élément fonctionnel de l'alerte précoce et réponse. Quels sont les objectifs de surveillance? On a plusieurs objectifs. On va énumérer quelques. Numéro 1. Pour établir le taux de référence. Identifier les populations à risque élevé ainsi que les procédures et les expositions. Pour permettre la détection précoce des grappes, épidémies ou émergence de micro-organismes et de maladies. Pour
pour guider les stratégies de traitement et ou de prévention, pour évaluer l'impact des interventions de prévention et de contrôle des infections. Ensuite, pour engager l'équipe clinique à adopter les meilleures pratiques, identifier les domaines prioritaires pour l'affectation des ressources, pour identifier les principaux modèles de résistance aux antimicrobiens, pour comparer les temps de l'infection associée aux soins dans et entre les établissements de soins de santé, pour faire rapport à l'autorité de santé publique. Alors, quels sont les composants du programme de surveillance? On a dit, c'est une collecte et gestion des données. On doit identifier la population d'intérêt, quels sont les événements d'intérêt, quelle est la méthodologie de la surveillance, c'est une surveillance passive ou active, quelle est la période d'observation, quelle est, quelle est la méthodologie de recherche des cas, et non pas de la surveillance en général, quels sont les critères de surveillance et comment résumer des conclusions. Surveillance des résultats versus les surveillances des processus. Les surveillances des résultats, c'est une surveillance des taux et des conséquences de l'apparition des infections associées aux soins. Infections associées aux soins en fonction du type d'infection, infections associées aux soins associées à un dispositif ou une procédure. Exemple, le taux d'infection associé aux soins, nombre de lésions du pinceau aigu, les surveillances des processus, ce sont les surveillances de l'addition aux pratiques, surveillance du respect des pratiques de lutte contre les infections, surveillance du respect des pratiques en matière de santé au travail. Exemple, la conformité à l'hygiène des mains. Drucker a dit, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pourrez pas le gérer. Alors, comment ça déroule la surveillance? D'abord, il doit avoir un plan, choisir le problème, évaluation de la population à surveiller. Numéro 2, la collecte de données. Alors, quelles sont les données qui seront requises et quelles seront les méthodes systématiques appliquées afin de collecter ces données? Quelles sont les définitions validées et publiées pour la surveillance, l'analyse des données? Les données sont présentées en graphe ou en table pour faciliter l'analyse, par exemple, ou même par des taux. Par exemple, le taux de densité d'incidence, les taux d'infection associés à un dispositif. Alors, de quoi ça sert ces données? De quoi il s'agit ces résultats? Alors, l'interprétation des données. Alors, identifier les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées aux pratiques de prévention et de contrôle des infections afin de réduire le risque de l'infection associée aux soins pour détecter l'apparition d'une flambée, une détection précoce peut-être d'une épidémie. Les rapports et la communication des résultats. Alors, les données sont communiquées à ceux qui peuvent apporter du changement. Par exemple, la comité de PCI. L'évaluation des résultats doivent avoir lieu au moins une fois par an et l'alignement d'objectifs de surveillance lorsqu'il est indiqué.
Alors, le processus de surveillance, ça commence par, c'est une chaîne, d'accord? Mais ça commence par une planification, la collecte de données, l'analyse des données, l'interprétation, la communication et les rapports, évaluation des objectifs, et afin de mettre un nouveau plan pour le nouveau an. Quelles sont les caractéristiques d'un bon système de surveillance? Le système de surveillance doit satisfaire aux critères suivants. La simplicité, ça réduit le coût et la charge de travail. La flexibilité, autoriser les changements lorsqu'il convient, selon la collecte de données, par exemple. L'admissibilité, évaluer en fonction du niveau de participation et de la qualité des données. La cohérence, utilisation de définitions et des méthodologies normalisées. Alors, ceux qui collectent les données seront objectivement dans leur travail. La sensibilité reste constante au fil du temps. La spécificité, définition précise et enquêteur formé. Quels sont les différents types de surveillance? On a la surveillance passive, la surveillance active, la surveillance ciblée et la surveillance périodique. Voilà. La surveillance passive, c'est un type de surveillance qui implique la dépendance du médecin pour fournir des informations sur l'infection à la CPI. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recherche. D'accord? Ça dépend sur des informations, des dossiers, dossiers de malades, les résultats du laboratoire, mais il n'y a pas un travail actif. C'est le contraire du surveillance active. La surveillance active implique à la recherche active sur une base régulière par des individus formés à la surveillance, généralement par la CPI. La surveillance ciblée, c'est un type de surveillance qui est axé sur certains domaines de soins de santé. Par exemple, l'unité d'intervention médicale ou sur une population des patients. Par exemple, les patients chirurgicaux ou par un type d'infection. La surveillance périodique, ça veut dire que c'est un type particulier de surveillance effectuée sur une période déterminée pour évaluer un risque ou une caractéristique ou un résultat donné. On avait dit dans la définition que la surveillance, c'est un acte ou une gestion continue qui n'arrête pas. Mais pour la surveillance périodique, elle est limitée par une période déterminée. Les tendances récentes en matière de surveillance ciblée, surveillance axée sur le site, on avait déjà dit, type d'infection ayant un impact significatif sur la mortalité ou la morbidité et les coûts qui peuvent être évités. Surveillance axée sur les unités à risque élevé. Surveillance axée sur les priorités, questions spécifiques de préoccupation pour l'établissement. Les caractéristiques de la surveillance ciblée, elle a une haute précision et efficacité, mais elle est incapable de détecter l'autre infection qui ne sont pas sur le point d'intérêt. Les critères de sélection de la cible, ça dépend de la fréquence, la mortalité, la morbidité, le coût et la prévénabilité. La surveillance passive, alors ce sont des rapports par des personnes en dehors de l'équipe de surveillance.
Comme on a déjà dit, les sources de données peuvent être de laboratoires, les dossiers médicaux, le poste des charges ou les rapports, et ainsi de suite. Elle est de faible sensibilité, mais ce n'est pas cher du tout. Elle dépend de la complétude, de la validité et de l'exactitude des données existantes. La surveillance active. Habituellement, l'hôpital est large, mais peut être ciblé. La mesure du résultat et le taux d'incidence. La surveillance active et informative est précise. Elle est capable de détecter les grappes d'infection, capable d'un changement de comportement, mais elle est coûteuse et prenante. Comme on a déjà dit, les étapes pratiques de la surveillance, c'est la collecte de données par les rapports des labos, visiter le pavillon concerné, et évoutons les rapports des infections associées aux soins, discuter avec le comité le PCI, et la fin, faire une décision finale selon la définition de ces cas. On a plusieurs données que peuvent être requises. Ici, il y a des exemples de ces données qui peuvent vous aider dans votre surveillance. Ça dépend à votre type de surveillance et votre but. Pourquoi vous voulez conduire une surveillance à votre établissement? Par exemple, des données qui concernent la démographie, le numéro d'identité, l'âge, le sexe, l'emplacement dans l'établissement, date d'admission, diagnostic, maladie sous-jacente, ainsi de suite. Les informations cliniques, les signes et les symptômes spécifiques à la définition de l'infection avec les dates d'apparition. Les données de laboratoire, s'il y a des résultats de la culture, les rapports de sensibilité, les comptes des colonies, les dates de début, les facteurs de risque, les éléments de risque spécifiques de l'hôte, l'âge, diabète, obésité, l'intervention, s'il y a une intervention thérapeutique et procédure, intervention chirurgicale, les lignes cathéters intérieures, l'utilisation du ventilateur, même les antibiotiques, les autres traitements, les dispositifs enlevés, les données facultatives, les réponses au traitement, durée du séjour, et tout ça, ce sont des données que peut être requises selon le besoin de votre surveillance. Ne pas oublier, comme on a déjà dit, le post-décharge surveillance des infections associées aux soins. D'accord? On a dit que pour le site opératoire, jusqu'à 90 jours post-décharge, on peut euh, définir une infection associée aux soins. Les sources de données d'une surveillance peut être les dossiers médicaux, peut-être les interviews avec les soignants, observation de processus de soins, liste de médicaments, liste des patients résidant sur les précautions d'isolement, les rapports, toute forme de rapport, rapport laboratoire, rapport d'incident, rapport de radiologie, rapport des soignants ou de personnel chargé d'amélioration des performances, le plan de soins infirmiers, le procédure, journaux d'activité de département. Alors tout ça, ce sont des données de la surveillance. Alors, dans mon établissement, quel système je dois choisir? Ça dépend. Selon votre ressource et votre priorité. Euh, mais déjà, toujours on dit, concentrez-vous sur les secteurs à risque élevé. Certaines, certaines activités de surveillance devraient avoir lieu pour le reste de l'hôpital sur une base rotative. Après avoir collecté vos données, vous devez
distribuer les résultats. Vous devez former une feedback, les diffusions de données. Il doit être rapide, pertinent pour le groupe cible, pour inclure des réunions, des examens ou des présentations graphiques sur les tableaux de bord. Pour les biais du comité de contrôle des infections à la direction et aux décideurs, la confidentialité de l'anonymat doivent être préservées. Au moins chaque année, demandez-vous, vous devez faire une évaluation de votre plan de surveillance et demandez, est-ce que le système a-t-il détecté des grappes? Quelles pratiques ont été modifiées en fonction de la surveillance? Les données ont été-elles utilisées pour réduire le taux endémique? Les données ont été-elles utilisées pour évaluer l'efficacité d'intervention? Le personnel administratif et clinique est-il au courant des résultats de la surveillance? Mais il y a toujours des restrictions à l'exécution de la surveillance des infections associées aux soins. La définition des cas peut être complexe. Le laboratoire, la capacité de laboratoire peut être limitée, soit des instruments, réagents, et tout ça. Les informations, les dossiers médicaux mal entretenus, les ressources humaines, un travail intensif, des épidémiologiques hospitaliers sont nécessaires pour les surveillances. Le personnel peut-être n'est pas motivé. En plus, il y a le problème d'engagement des ressources et la confidentialité des données. Enfin, la surveillance n'est pas un acte de police. Vous ne cherchez pas des erreurs afin d'accuser une personne. La surveillance, ce n'est pas une enquête pour recherche ou de révision de recherche. On a déjà énuméré 10 objectifs. Aucune d'eux était pour seulement de recherche. Une recherche, c'est une recherche. Ou un acte de police pour identifier qui est l'accusant. Et ici, ce sont des exemples d'indicateurs de surveillance mensuelle. Le nombre de lits, nombre total d'admissions, nombre total de séjours de patients, le nombre total des infections associées aux soins, le taux global d'infections associées aux soins, le taux d'incidence, le nombre total d'organismes causant les infections associées aux soins, quel est l'organisme prédominant isolé, quel est le pavillon ou unité ayant le pourcentage le plus élevé d'infection et quel est le site le plus courant d'infection associé aux soins. Merci à vous.